La France, 1% de la population mondiale, moins de 4% du PIB mondial. Sur le papier, c'est une puissance moyenne. Pourtant, elle conserve un statut de puissance mondiale. Comment ? Par son armée, oui. Par sa diplomatie aussi, mais surtout grâce à une capacité unique à projeter son image. C'est ce que le géopolitologue Joseph Nye appelle le soft power. Aujourd'hui, nous allons dépasser la carte postale. Nous allons analyser comment 3 produits français, un sac, une bouteille et un avion, transforment des territoires locaux en hubs mondiaux et attirent des flux financiers vers l'Hexagone. Bienvenue dans la géographie du Made in France. Nous commençons avec un géant. Si je vous dis Louis Vuitton, Dior ou Guerlain, vous pensez art, mode, Paris. Mais en réalité, il faut penser empire. En effet, LVMH n'est pas une entreprise en elle-même, mais un groupe d'entreprises qui concentre 6 secteurs d'activité différents et 75 entreprises. Des entreprises avec une activité nationale ou d'autres avec une activité internationale. Et c'est un vrai empire économique. Le groupe LVMH est la première capitalisation boursière d'Europe. Géographiquement, le luxe illustre parfaitement la métropolisation. Les centres des décisions et les vitrines mondiales sont concentrés à Paris, qui est une ville-monde. Mais regardez cette carte. La production, elle, revitalise des espaces ruraux ou des villes moyennes. C'est la Cosmétique Valley, près de Chartres pour les parfums, ou la maroquinerie dans la Drôme. C'est un paradoxe intéressant. On fabrique dans le terroir français et on vend à 90% à l'étranger. J'ai ici un sac Louis Vuitton, ce n'est pas juste du cuir. Le client chinois ou américain achète une part de la France. Exactement, c'est ce qu'on appelle une firme transnationale. LVMH utilise l'image de la France comme une rente de situation. Cela permet de vendre des produits à très haute valeur ajoutée. Cela a une conséquence directe. Le secteur du luxe est le premier exportateur français, loin devant l'automobile. Il compense en partie notre déficit commercial. Et n'oublions pas l'effet rebond. Ces marques créent un désir de France. Elles sont le premier moteur du tourisme international, attirant près de 90 millions de visiteurs par an qui veulent voir les boutiques des Champs-Élysées. En effet, LVMH est né en 1987 et selon l'Organisation nationale du tourisme, la France est le premier pays touristique du monde depuis les années 1980-1990, avec encore 100 millions de visiteurs en 2024, dont 19 millions parcourant la ville de Paris, ce qui représente 19% des touristes qui viennent en France seulement pour Paris, ce qui veut de Paris la ville la plus visitée au monde en 2024. On peut donc établir une corrélation entre la naissance du groupe LVMH et la croissance touristique de la France et de Paris. Quittons les podiums pour la terre. La France est la première puissance agricole de l'Union européenne, mais elle ne peut pas concurrencer le Brésil ou les USA sur les volumes de blé ou de soja à bas coût. Sa stratégie, la montée en gamme. Ici, la notion clé, c'est le terroir. En géographie, ce n'est pas juste le sol, c'est la combinaison d'un climat, d'un sol et d'un savoir-faire humain. C'est inimitable. Prenons la Champagne. C'est le roi des exportations de vins et spiritueux. Une bouteille vendue dans le monde toutes les 2 secondes. Mais attention, on ne peut pas faire du champagne en Russie ou en Californie. C'est grâce au AOP, appellation d'origine protégée, qui est une protection juridique internationale. Cela permet de territorialiser la production. Le produit ne peut donc pas être délocalisé. C'est l'inverse de la logique industrielle mondiale. Résultat, la Champagne, qui est une petite région, est connectée au monde entier. C'est un espace rural mondialisé. On parle même de gastrodiplomatie. Quand le président de la République reçoit un chef d'État étranger, le menu et le vin sont des outils politiques. Le repas gastronomique des Français, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, est un instrument d'influence. On a vu le passé et la tradition, mais la France, c'est aussi l'industrie du futur. Direction Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique. Ici, on ne parle pas de terroir, mais de système productif. Airbus est l'exemple type de la réussite industrielle française dans les nouvelles divisions internationales du travail, également appelées NDIT. Regardez ce schéma. Les ailes sont faites au Royaume-Uni, le fuselage en Allemagne, l'assemblage final en France. C'est une coopération européenne, mais le siège et le cerveau sont à Toulouse.
Mais pourquoi Toulouse? Parce que c'est la logique des pôles de compétitivité, comme Aerospace Valley. L'État et les régions ont concentré au même endroit des usines pour Airbus, des universités et des écoles d'ingénieurs pour la formation et des laboratoires de recherche pour la recherche et développement. Cela crée une synergie qui attire les cerveaux du monde entier et les investissements directs à l'étranger. Et ça marche! L'aéronautique est le premier excédent commercial français. Quand Airbus vend 300 avions à la Chine, c'est tout le territoire du sud-ouest qui en profite. C'est la preuve que la France reste une puissance industrielle innovante, capable de rivaliser avec le géant américain Boeing. Alors, quel bilan pour le rayonnement français? Il est différencié. On voit bien que comme nous, la France marche sur deux jambes. D'un côté, la valorisation de son patrimoine, le luxe et le vin, et de l'autre, l'innovation technologique. C'est cette combinaison qui crée l'attractivité. La France attire des touristes par son passé et des investisseurs pour ses infrastructures. Cependant, ce rayonnement est fragile. La concurrence des pays émergents comme la Chine, l'Inde se fait de plus en plus forte. Le défi pour la France sera donc de maintenir cette image d'excellence tout en s'adaptant aux transitions écologiques et technologiques. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon de la puissance française.